Jean-Pierre Agnango, si j'ai bien compris, bon après on dira que généralement j'exagère sur les mots, mais j'ai l'impression que c'est un génocide planifié d'une catégorie de personnes parce qu'on ne peut pas comprendre que ces gens-là qui ont servi la République, ils ont servi le Congo, les voilà qui ont prévalu leur droit à la retraite et ne peuvent pas jouir de leur retraite, même se soigner devient un problème. Et sur ce, je vais proposer à nos téléspectateurs un reportage d'un retraité qui fut lui également directeur général d'un hôpital, mais s'est retrouvé dans la situation que voici. Jacques Hello, pourtant ancien directeur de l'hôpital de Wando, s'est retrouvé à un moment de sa vie de retraité dans l'incapacité de bénéficier des soins médicaux alors que malade. Ce dernier, qui pense que la sécurité sociale est un droit pour le retraité et un devoir pour l'État, accuse les pouvoirs publics d'une maltraitance financière vis-à-vis des personnes âgées. En 2018, nous avons été reçus au bâtiment de la CNSS. Je les ai étonnés en leur présentant un bulletin d'examen qui m'a été donné en février et je n'ai pu faire l'examen qu'en avril, tout simplement parce que les pensions en 2018 connaissaient ces écarts. 2022, on a adressé des lettres à la CREF, au ministère. On n'a pas eu de suite. J'ai même entendu, tu n'es pas le seul à être malade. Alors Jean-Pierre Agnangoy, vous venez de suivre avec moi cet extrait et on lui a dit que vous n'êtes pas le seul retraité malade ou qui tombait malade. N'est-ce Vous pas voyez scandale? quel cynisme. Il est sur le fauteuil roulant en ce moment, par un juste manque d'argent pour faire des examens et puis poursuivre ses traitements. Il est Oui, mais maintenant Jean-Pierre paralysé. Agnangoy, n'est-ce pas là, on est en face, c'est quand même un crime. Ce monsieur a travaillé son argent. Il a fait prévaloir ses droits à la retraite, il a droit à sa retraite, à sa pension qui n'est pas payée, et quand il vient demander, ben voilà, on peut lui dire, écoutez, vous n'êtes pas le seul, voilà, retraité malade, comme quoi vous pouvez mourir, vous pouvez craquer, ça ne dérangera personne. Exactement, c'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y en a beaucoup qui meurent tous les jours en cascade. Et ça ne les émeut pas. Au contraire, le terme n'est pas exagéré quand vous parlez de génocide. Nous, les retraités de la CREF, on pense que c'est un génocide, qu'on veut éliminer cette couche sociale, et puis pour des raisons non avouées. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous savoir au rendez-vous de votre émission Droit de savoir et merci à ceux qui nous ont rejoints sur RCI. Le Congo-Brazzaville, comme vous le savez, a ratifié la plupart des conventions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Mais pour autant, respecte-t-il ses engagements? On en parle aujourd'hui avec Jean-Pierre Agnangoy, avec en toile de fond la déclaration du gouvernement congolais à l'occasion de la fête internationale du travail. C'était le 1er mai 2025. Bonjour Jean-Pierre Agnangoy. Bonjour Christian Perrin, très heureux de vous retrouver après à peine quelques jours. J'étais avec vous sur votre chaîne et aujourd'hui, je reviens quelques jours après pour parler du 1er mai, la fête des travailleurs. Activité oblige. Évidemment, le devoir d'informer oblige également. Alors, vous êtes ingénieur en chef des eaux et forêts, ancien secrétaire général au ministère des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du parti du peuple, le pape. Vous avez certainement suivi la déclaration du gouvernement congolais à l'occasion de la célébration de la fête internationale du travail. Qu'en avez-vous retenu et quels commentaires en faites-vous? Merci Christian Perrin. J'étais presque
un peu déçu de ce 1er mai parce qu'en tant que retraité, on a passé cette fête sans avoir perçu notre pension. Celle de mars, on l'a perçue le 23 avril. On pouvait penser que ayant touché le 23 avril, on devrait peut-être ne pas se plaindre au 1er mai. Mais Christian Perrin, vous comprendrez que si on a eu la pension de février en début mars, et si on doit rester de mars jusqu'au 23 avril avec la pension de mars, vous comprendrez d'abord ce que représente cette pension. Ce n'est pas pour vivre sur 2 mois, parce que ça voulait dire pratiquement qu'il faut 2 mois pour avoir une pension. Donc, j'étais un peu désintéressé de cet événement qui semble ne plus nous concerner, nous, en travailleurs retraités. Ça semble plutôt concerner les travailleurs en activité. Mais j'ai été, par contre, bousculé lorsque j'ai suivi la déclaration faite par le ministre d'État, ministre du Travail et de la Fonction publique, Firmin Ayessa, une déclaration qui m'a choqué sur plusieurs points qu'il a évoqués. D'abord, il reprend le thème décrété par l'Organisation internationale du travail pour la célébration du 1er mai cette année, à savoir œuvrer pour la paix et la stabilité afin de favoriser l'industrialisation, le commerce, le travail pour la justice sociale. Alors, et tout de suite, il enchaîne que ce thème était très important et venait à coller en évidence aux politiques nationales en cours dans notre pays. Et il ajoute, après, sur la base de ce thème, qu'il devient de ce fait impérieux et plus qu'urgent de mobiliser l'industrialisation et le commerce comme levier de consommation afin de stimuler une croissance économique durable, de créer des emplois décents et de promouvoir l'équité et la justice sociale dans les lieux de travail. Voilà une déclaration faramineuse. Oui, mais Jean-Pierre Anyangoy, pardon, Jean-Pierre Anyangoy, on y reviendra tout à l'heure pour décrypter évidemment ce que vous venez de nous présenter tout à l'heure. Mais vous disiez que vous avez été payé un seul mois et apparemment, quand j'ai écouté le directeur général de la CREF, François Ngimbi, il dit ne pas avoir des, comment ils appellent ça, des arriérés. Oui, monsieur le DG. Alors, c'est devenu un leitmotiv au niveau des retraités, vous le savez bien, c'est le même son qui revient d'ailleurs, puisque les mêmes questions sont souvent abordées. Mais alors, la régularisation de la paie des retraités, comme je venais de le dire, reste une préoccupation majeure pour ces derniers, parce que il arrive que l'État congolais fasse une promesse ferme, il arrive que l'État congolais engage 2 mois de paiement, ça crée de l'espoir. Et nous allons petit à petit vers la présidentielle. Les retraités m'ont dit de vous dire ou de vous demander, est-ce que vous pouvez leur garantir cette régularisation? Mais vous savez, moi, vous me posez la question, bien sûr, je suis l'État. Je suis directeur général de la CREF, donc je suis un des maillons de chaîne de l'exécutif. Et je n'ai pas à me dérober à cette question. Moi, je sais que la volonté absolue, aujourd'hui, j'aurais même pu repartir à il y a depuis 3 ans, 2022. Je pense qu'en 2022, nous avions payé 12 mois sur 12. En 2023, nous avions payé 12 mois sur 12. En 2010, ça avait été payé 10 mois sur 12. En 2025, aujourd'hui, nous sommes au mois
d'avril, qui finit déjà. Mais la dernière pension qui devait être payée, c'est mars. Je pense qu'elle est payée. Donc du 1er janvier au 31 mars, les 3 mois sont payés. C'est-à-dire que de janvier 2022 à aujourd'hui, fin mars 2025, il y a eu 2 mois de couac. 2 mois. Je n'ose pas dire 2 mois seulement. Parce que 2 mois, c'est 2 mois. Ça montre une volonté de cette irrégularité. La chose à laquelle, en tant que directeur général de la CREF, faisant partie de l'exécutif, mais étant à la cuisine, la chose que je souhaite, c'est d'être sûr d'avoir toujours et de l'huile, et la tomate, et le poisson, et les légumes, conformément au budget alloué mensuellement, c'est-à-dire conformément aux lois et règlements. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que cette volonté est d'actualité. Je sais à quoi on fait référence. C'est le quoi qu'il y a eu du mois de mars. Le retard que nous avons, cette petite perturbation que nous avons observée tous au mois de mars. Moi-même, on m'appelle. On me dit, il faut communiquer. Mais pourquoi une personnalité est venue dire j'assume? Mais parce que c'est aussi une communication. J'ai entendu la même personnalité, parce que c'est aussi une communication. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tous les détails de tout, moi j'ai vu s'exprimer alors que nous étions en plein deuil au village. Personnellement, j'ai vu s'exprimer la démarche du ministre d'État, ministre du Travail, la démarche du ministre des Finances, et modestement moi-même avec eux à côté d'eux, aux côtés du président de la République. Nous étions en plein deuil. Mais il s'agissait de tout ce qui concernait la pension. Quand j'ai fini de dire ça, je n'ai pas de détails. À quel résultat sommes-nous arrivés après tout ça? À ce que la pension a été rapidement payée. La question c'est, nous sommes en avril finissant. Est-ce que le mois d'avril sera payé? J'ai l'intime conviction que oui. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit non. J'ai l'intime conviction que oui. Mais la raison financière, puisqu'elle existe aussi, peut faire que ce soit éventuellement non. C'est-à-dire que vous avez été payé régulièrement, 2023, 24 et 25. Comment vous vous dites, on vous a payé juste un mois et qu'on vous doit Christian, encore... vous savez que les dirigeants de ce pays ont pris cette habitude fâcheuse de prendre les Congolais comme leur bébé qu'on peut tromper avec des petits bonbons. Parce que quand Gimbi dit que dans son interview, peut-être qu'on y reviendra là aussi en détail, tout est lié d'ailleurs avec cette déclaration de son ministre de tutelle. Quand il dit qu'on a payé régulièrement depuis 2022, mais Christian Perrin, il n'évoque pas qu'en 2024, on a terminé l'année avec 2 mois d'arriéré, c'est-à-dire le mois de, je crois, septembre et octobre, ou septembre et décembre, parce qu'à un moment, il vous paye un mois, il décale, il paye un autre. Mais bref, en résumé, nous avions terminé l'année 2024 avec 2 mois d'arriéré qui se sont ajoutés aux 30 ou 39 ou 40 mois qu'on avait déjà, je crois 40. On totalise aujourd'hui 42 mois d'arriéré de pension à cette date. Maintenant, quand on rentre en 2025, il prétend dire que de 2025 à ce jour, on ne doit pas. Mais on ne doit pas, certes, on ne doit pas le mois d'avril qui vient de s'achever, mais le mois de mars, pratiquement, on le devait, parce que le mois de mars a été payé, comme je l'ai dit, le 23 avril. Et maintenant, avril est terminé, on ne sait pas quand est-ce qu'on va percevoir.
Donc, on peut déjà dire qu'on traîne un mois d'arriéré en 2025. Déjà. À peine Ah démarré, oui, il y a déjà, voilà, à un mois peine démarré, d'arriéré. on a Mais déjà un mois d'arriéré qui est là, qui est dans l'air. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que, après avoir reçu cette aide, j'allais dire un prêt validé par le FMI, c'était en 2021, en mars 2021, pour sauver les retraités et que jusque-là, on n'arrive pas à régler le problème des retraités. Où sont passés finalement ces 200 milliards qui avaient été accordés au Congo-Brazzaville? Mais Christian, on ne peut même plus se demander, c'est le pays des détournements. Ça a certainement été détourné. C'est ça qui est cœur aussi ou qui surprend, qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est surtout le fait que le FMI et la Banque mondiale qui ont signé un programme avec le Congo pour rétablir les équilibres, améliorer la gestion financière et qui ont bouclé toutes les revues en concluant positivement. Mais on se demande qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent destiné à régler la dette intérieure. Mais on n'a payé aucun mois d'arriéré de pension pendant cette période. Mais n'empêche que les revues avec le FMI et la Banque mondiale sont conclues positivement. Oui, mais pendant que vous Et, le et, dites, et Jean-Pierre Agnangoy, pardon, ici c'est quand même spécifique. C'était fait pour les retraités. 200 milliards de francs CFA en mars 2021. C'était spécifiquement pour les retraités. Comment, en quelques années, qu'on continue à parler des arriérés de retraités, cette affaire qui, ça n'a pas commencé hier, c'est depuis, disons, 1997. oui, Christian Perrin, c'est celle-là la réalité que je vous donne. Si on avait payé les arriérés, je n'en parlerai plus. Je crois que le directeur général de la CREF ne me démentira pas, même s'il a essayé de montrer qu'on avait depuis 2022 maintenant payé régulièrement. Mais il n'a dit aucun mot sur les arriérés. Il a essayé plutôt de justifier l'origine des arriérés par le fait qu'on n'appliquait pas les textes qui instituaient les deux caisses de retraite en général et la caisse de retraite des fonctionnaires en particulier. Il a, sur son interview, cité plus de 20 fois le président de la République, qui est le père des caisses de retraite, du système de retraite qui a été bien conçu. Si les textes étaient appliqués, les lois, les décrets, les arrêtés signés par le président étaient appliqués, on n'aurait pas de problème. Mais c'est parce que les textes ne sont pas appliqués qu'il y a un déficit entre ce que la caisse reçoit et ce qu'elle a besoin pour payer les retraités. Jean-Pierre Agnangoy, quand vous dites qu'il a cité 20 fois le nom de Denis Sassou Nguesso dans son, disons, son plaidoyer, il faut l'appeler comme ça, c'est une technique en fait. C'est fait pour battre campagne, ça c'est tout le monde le sait. En réalité, il est venu battre campagne pour Denis Sassou Nguesso que de parler des vrais problèmes des retraités. C'est ce qu'il faut comprendre de cette communication. Parce qu'il y a des choses à régler ici. Je me souviens encore en 2018, si j'ai bonne mémoire, on avait détourné 2 mois de pension des retraités à la crêpe, bien entendu, et ce même François Nguimbi disait qu'il était déjà en train de transmettre le dossier au procureur de la République pour que soit ouvert, évidemment, la procédure. À la date d'aujourd'hui, nous sommes déjà le 3 mai 2025. Qu'est-ce que ça donnait? Christian, comme toutes les autres affaires de détournement de fonds, ça n'a rien donné. C'était au temps du ministre Wosso Émile que ces 9 milliards avaient été détournés et ça a été établi que l'argent était bien parti du trésor au compte de la CREF, à LCB, et que de là, c'est sorti. C'est sorti qui a pris. Mais la responsabilité du ministre Émile Wosso était établie, mais il est toujours au gouvernement. Donc l'affaire
Ngimbi ne pouvait plus l'amener chez le procureur de la République. Le syndicat des retraités, l'Union pour la défense des intérêts des retraités, UDIR, a suivi cette affaire, elle l'a même introduite au tribunal administratif, ça a été accepté, et puis après, plus rien, ça a été bloqué, ça n'a plus avancé. Donc, C'est bien toutes les dommage. affaires de Alors, détournement de donc, fonds dans ce pays finissent toujours dans les tiroirs. voilà, on va donc revenir sur les aspects que vous avez évoqués au début de cette émission, notamment le thème d'ailleurs, la célébration de la Journée internationale du travail le 1er mai 2025. Mais avant, je vous propose de suivre ce reportage des retraités, je crois, des municipalités qui accusent 11 ans, 11 ans, 11 ans de pension impayée. Suivez. Ce vacarme autour de la mairie de Brazzaville est un signe de protestation des retraités municipaux qui expriment leur ras-le-bol vis-à-vis de cette mairie, qui peine à honorer aux contributions sociales pour la prise en compte de leurs pensionnés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ces agents municipaux ayant fait valoir leur droit à la retraite depuis 11 ans sont sans pension. Une situation qui les plonge dans une précarité notoire. Depuis 11 ans, on n'est pas payé, c'est une condamnation à mort. La CNCES, aujourd'hui, est en train de dire qu'il faut qu'on paye d'abord les encours. Mais il y a là un paradoxe. Cotisations sociales qui demandent sont liées à ces gens qui sont encore en train de travailler, qui vont aller à la retraite dans 3, 4, 5 ans. Et ça bloque aujourd'hui le traitement des gens qui sont à la retraite depuis longtemps et qui ne doivent aucun franc à la CNCES. De la même manière que le gouvernement a accepté de verser à la CNCES 35 milliards, nous demandons au gouvernement, puisque le Premier ministre l'a promis, que le gouvernement règle ce problème. Ces retraités fustigent également la léthargie dans le paiement des allocations et le traitement de 600 dossiers de ces agents municipaux à la retraite. Vous voyez comment les gens sont en train de maigrir. Et on a mal passé les fêtes. Même les mandats pour les payer, les allocations, les fins de carrière, il faut attendre après 6 mois. On paie 150 000. 150 000 après 6 mois, vous allez gérer quoi? Alors, Jean-Pierre Anyangoy, on va donc passer au décryptage du thème d'ailleurs de l'année, de cette célébration. Mais là, vous venez de suivre avec moi ce reportage où les retraités des services municipaux qui accusent 11 ans. 11 ans, mon Dieu. Après, on se pose la question, comment font-ils pour survivre? Christian, ils survivent, il y a deux choses. Pour ceux qui survivent, sinon il faut savoir que nombreux, très nombreux, sont ceux qui meurent et sans percevoir leur pension. On ne sait pas si leurs héritiers pourront un jour même percevoir ce qu'on doit à leurs parents ou grands-parents. Maintenant, ceux qui survivent, c'est soit parce qu'ils sont à la charge des enfants, pour ceux qui en ont, qui travaillent et qui sont soucieux de la situation de leurs parents, parce que c'est pas aussi tous les enfants qui s'occupent de leurs parents, ils ont aussi leurs problèmes. Bon, sinon, c'est ceux qui, soit de leur activité, de leur vie professionnelle active, avaient pu soit construire une maison qui serait en location et puis vivre de loyer, des bails, ou alors qui ont créé quelques activités. Sinon, ceux qui sont peut-être allés au village, qui peuvent survivre difficilement avec la pension qui est payée à coup de lance-pierre. Merci, on va passer au thème pour les raisons de temps aussi qui nous pressent. Alors, vous avez rappelé tout à l'heure le thème de la célébration de la fête du travail, le 1er mai 2025, œuvrer pour une paix et la stabilité afin de favoriser l'industrialisation, le commerce et le travail décent pour la justice sociale. Est-ce que ce thème peut s'entendre dans, j'allais dire, les réalités congolaises? Absolument pas, Christian. Ce qui est curieux, Christian, c'est que comme ils sont habitués à nourrir les Congolais de slogans
et de rhétorique, quand le ministre du Travail, le ministre de la Fonction publique saisit l'énoncé de ce thème, mais il dit tout de suite que de ce fait, donc, à cause de ce thème, il devient plus qu'impérieux et urgent, plus qu'urgent, de mobiliser l'industrialisation et le commerce comme levier. Mais dans quel environnement? C'est ça le problème, en fait. Mais dans quel environnement? Mais on va mobiliser l'industrialisation quand? Est-ce qu'il fallait attendre le thème de ce 1er mai décrété par l'Organisation internationale du travail pour penser à l'industrie, à mobiliser l'industrialisation? Mais depuis des années, des décennies, ce pouvoir prône la diversification de l'économie. Et oui, mais pendant que vous dites ça, Jean-Pierre Anyangoy, sans vous couper, pardon, pendant que vous dites ça, sans vous couper, Jean-Pierre Anyangoy, qui dit industrialisation veut aussi dire une population en bonne santé, une population formée, parce que ce sont des ingénieurs qui industrialisent. Il faut former. Or, nous savons ce que sont devenus les hôpitaux congolais, l'éducation au Congo, tout le monde sait ce que ça donne. Mais même la vie quotidienne, c'est-à-dire se nourrir, c'est tout un problème. Pas d'électricité, comment faire l'industrialisation avec les conditions? C'est surtout là, j'allais bondir sur l'électricité et l'eau. Alors, vous allez mobiliser l'industrie sans électricité? Mais la zone économique spéciale de Maluku, qui a englouti des milliards et qu'on a maintenant cédé presque gracieusement aux Rwandais, c'était pas pour diversifier l'économie, développer l'industrie, mais elle n'a pas d'électricité. Maintenant, on va mobiliser l'industrialisation comment? Et là, oui, mais moi, il y a quelqu'un qui... oui, j'ai causé avec quelqu'un qui me disait la zone Maluku, en fait, là où on a vraiment investi des milliards, des centaines de milliards. Il m'a même dit, c'est de l'argent jeté. Vous pouvez noter ça aujourd'hui. Ça ne sera jamais rentable parce que ce n'est pas opérationnel. Et ça ne sera jamais opérationnel parce que il n'y a pas l'électricité qu'il faut pour faire fonctionner, voilà, j'allais dire, cette zone. Et le problème se pose à ce niveau jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ils ont investi sans, je ne sais pas, mener d'abord des enquêtes ou faire, comme qui dirait, les examens de, voilà. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte qu'on a tout construit et il n'y a pas d'électricité, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont allés donner ça aux Rwandais. Voilà. Et depuis qu'ils ont mis les Rwandais, ça ne démarre pas. Ça ne peut pas démarrer parce qu'il n'y a pas d'électricité. À la fin de son séjour ici, l'ambassadeur du Rwanda, justement, allant faire les adieux au président de la République, c'est maintenant lui qui informe l'autorité du Congo que bientôt, on va avoir des premiers produits made in Congo qui vont sortir de la zone spéciale industrielle de Maluku. Je ne sais pas quel produit. Il n'a pas dit les produits. Et c'est lui qui dit, je vous informe que ça marche. Bientôt, on va avoir les premiers produits made in Congo. C'est l'ambassadeur du Rwanda là, qui informe les autorités congolaises de la sortie bientôt des premiers produits made in Congo. Donc, oui, donc ça veut dire non, mais ne suivent rien. C'était pour toute autre chose. Et puis, ils voulaient distraire les Congolais, simplement. C'est pour en faire une base militaire. C'est tout. Alors, donc, comme ça, M. Ayessa pense qu'à maintenant, à partir du mot d'ordre, du thème de célébration du 1er mai 2025, il devient impérieux de mobiliser l'industrie. Il va la mobiliser quand? Plus loin, il va vous parler du discours du directeur, toujours du directeur général de l'Organisation internationale du travail, qui a exhorté les États membres à adopter la stratégie unifiée articulant création d'emplois, respect des droits du travail et croissance économique pour bâtir une économie mondiale plus équitable et plus résiliente. Encore une gromologie.
toujours des mots dits par le directeur général de l'OIT qui s'appliquent probablement bien dans d'autres pays, mais qui n'ont aucun impact chez nous, aucune traduction dans les faits. Maintenant, lui, il trouve que oui, cette exhortation du ministre, plutôt du directeur général de l'Organisation du travail, est en harmonie, en évidence avec les politiques nationales en cours au Congo sous la houlette, sous la haute autorité du président Denis Sassou Nguesso. Là aussi, c'est toujours Denis Sassou Nguesso qu'on met en tête, qui a toujours des initiatives dynamiques. Et là, il cite l'année de la jeunesse comme exemple. Oui, mais ce qui est bien, c'est que, voilà, en citant bien sûr Denis Sassou Nguesso, c'est aussi une manière de dire que, ben voilà, si vous constatez que plus rien ne marche, c'est bien Denis Sassou Nguesso. Moi, c'est comme ça que je peux comprendre ça. Mais lorsqu'on suit Firmin Ayessa, lorsqu'on a suivi Firmin Ayessa, quand on a suivi François Ngimbi, les deux, est-ce qu'on n'est pas là face à des mythomanes qui finalement ont basé leur discours sur des faits imaginaires qu'ils créent comme ça et qui finissent par croire finalement à leurs propres mensonges? Non, Christian, vous l'avez dit plus haut quand on parlait déjà de l'interview du ministre, plutôt du directeur général de la CREF, Ngimbi, quand il cite plus de 20 fois le président pour lui faire des éloges pour la paternité de tous les textes qui régissent la gestion des retraités, qui sont des initiatives heureuses, des bonnes initiatives, mais en même temps, il dit ça n'est jamais appliqué. Mais je crois que vous pensez qu'il fait la propagande, la campagne de Sassou, mais pour des gens réfléchis, c'est une contre-propagande. Quel est ce président qui signe beaucoup de textes, de lois, de décrets qui ne sont jamais appliqués et qui ont pour conséquence la misère des retraités? C'est bien entendu le jour où nous serons dans l'application des lois et règlements et qui vont permettre de faire que la pension qui se constitue conformément à la loi, notamment le décret 84-892 du 12 octobre de 1984, qui prévoit que relativement à la masse budgétaire, les travailleurs, les fonctionnaires et contractuels de l'État cotisent à hauteur de 5% et l'État employeur à hauteur de 10%, et que c'est cela qui constitue la pension et que c'est cela seulement qui permettra en fait de parler de paye régulière de pension. Bien entendu, s'il vient à manquer, là aussi, les décrets qui existent, notamment le décret 87-447 de 1987, a prévu dans son alinéa de l'article 5, je pense, dernier alinéa, que si cela venait à être insuffisant, l'État qui lui fait la collecte des cotisations viendrait à contribuer au paiement. Et il y a aussi une autre manette qui s'est reprise, c'est qu'il sera possible d'effectuer des études actuarielles qui permettent de regarder si les cotisations 5 et 10% sont suffisantes pour combler la pension. Et nous travaillerions concrètement par rapport à ça et relativement à la loi pour que la paye de la pension soit toujours dans ce registre en fait des régularités. En gros, ce que je veux dire, c'est que, je le dis tout le temps, sans que ce ne soit politique ou politicien, sans que ce ne soit des incantations. Si vous regardez toute l'architecture judiciaire de protection sociale dans notre pays, je le dis simplement parce que c'est cela. À 98%, ce sont des textes légaux et réglementaires qui portent la signature du président Denis Sassou Nguesso, qui est là en exercice. Et donc il y a une chose, plutôt que de dire, comme a dit le président, mais faisons qu'on applique ces lois et règlements tels qu'ils existent. Et en ce moment-là, nous allons trouver des solutions. En tout cas, moi, je sais que la solution à la pension réside dans la signature des textes
dans l'application des textes réglementaires. Qui refuse d'appliquer ces textes? Non, mais moi, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ce que je peux comprendre de cela, c'est que nous avons face à nous des gens qui viennent faire des discours, des déclarations, dont ils ne comprennent même pas la teneur eux-mêmes. Mais c'est ce que je semble comprendre. Pour moi, ces gens, mais parce que pour eux, ce sont des flatteurs. Et comme on dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et M. Sassou aime qu'on lui fasse des éloges, même si ce sont des éloges creux. Quelqu'un vient rabâcher à la radio face à des retraités qui ont plus de 40 mois d'arriérés de pension et qui ont déjà 2 mois, 1 mois d'arriérés en 2025, il vient leur rabâcher que Sassou avait tout pensé pour que ça marche bien, mais ce n'est pas appliqué, c'est la cause de votre misère. Et Sassou, quelle est sa responsabilité? Il est irresponsable dans la non-application des lois. Qui va faire appliquer ces lois? Et si on ne les applique pas, quelle est sa posture? Et qui est responsable? Mais c'est démontré implicitement que ce monsieur est devenu inapte pour gouverner, puisqu'il ne peut même pas faire appliquer les textes que lui-même il signe. Et Ngumbi s'en réfère à cœur joie, comme si c'était pour glorifier le maître. Tout en ignorant qu'il était en fait, il ignorait qu'il était en train d'enfoncer son maître. C'est ce qui n'a pas compris. Moi, je suis sûr qu'il n'évalue pas ça dans la même manière que nous. Et ils voient le monde à l'envers. Ils vivent sur une autre planète. Et il dit, il suffit d'avoir pris des textes, donc c'est fini, il a réglé les problèmes. Mais après, il constate que ces textes ne sont pas appliqués et les gens sont dans la misère. Et le ministre, c'est pareil. Il dit, il va d'une déclaration du directeur général de l'Organisation du travail et il veut montrer que le Congo, sous la houlette, sous la haute autorité de Sassou, travaille conformément à l'orientation de l'Organisation internationale du travail qui prône la création d'emplois décents pour les jeunes. Et pour preuve, il a fait de l'année 2024 une année de la jeunesse. C'était une initiative dynamique visant la création d'emplois décents pour les jeunes. Mais ils en ont créé combien? Ils en ont créé combien en 2024? Ils en ont créé combien? Et un ministre du Travail qui parle en se référant au discours, aux orientations de l'Organisation internationale du travail, mais il ne cite aucun chiffre sur le taux de chômage, sur le nombre de travailleurs dans le secteur privé, dans le secteur public. Et quand on parle de chômage de masse, il reprend bien que les jeunes sont en proie au chômage de masse et enchaîne encore des emplois précaires dans le secteur de l'informel. Il le dit, mais après, qu'est-ce que vous avez fait? Et il dit l'année de la jeunesse est encore en cours d'exécution. Mais la première année, vous avez produit combien? Et cette année 2025, on est déjà au premier trimestre. On a déjà brûlé le premier trimestre. On a créé combien d'emplois? Et pour toute l'année 2025, on a prévu de créer combien? Jean-Pierre Adengoy, lorsqu'on lit un discours, lorsqu'on fait un discours sans statistique, c'est un discours et tout le monde le sait, hein, les hommes avertis, j'allais dire, savent que ce sont là des discours vides de sens. Quand il n'y a pas de statistiques, c'est de la propagande parce que finalement ça ne tient sur rien. Et à un niveau de responsabilité, on devrait, je crois, s'interdire de ce genre de discours. Malheureusement, vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, ils font des discours pour plaire à leur maître. C'est tout ce qui les arrange parce que dans ces discours, on entend toujours selon la volonté de, selon la volonté de. En fait, c'est ce qu'ils viennent dire, mais sinon, pour le reste, ils n'apportent rien dans leur discours. Alors, il a dit qu'il travaillait selon les orientations de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Alors, il a parlé aussi de la justice sociale. Est-ce qu'on peut revenir sur la justice sociale? Qu'est-ce que eux ils entendent par justice sociale concrètement? Il parle aussi toujours de l'Organisation internationale du travail,
Il dit avec le recul, retour en arrière, il rappelle que le Congo a conclu en 2023 avec l'OIT, toujours, un accord sur le programme de promotion du travail décent pour la période 2023-2026. Mais il ne fait pas le bilan. Il ne fait pas le bilan de l'année 2023, de l'année 2024, mais il saute ça. Il dit dans la mise en œuvre va entraîner connaîtra un bon qualitatif et quantitatif les 2 dernières années. C'est-à-dire, on a signé l'accord en 2023. En 2024, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait, mais la mise en œuvre de cet accord va connaître un bon significatif. Dans ces 2 dernières années. En 2025 et en 2026, comme par hasard, c'est l'année de l'élection. Oui, mais évidemment, Jean-Pierre Adiangoy, mais je sais que ceux qui nous suivent, je vais terminer par là, une question. Oui. Pour ceux qui nous suivent, ils savent que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, de toute façon. Parce que finalement, le gouvernement, j'allais dire le système de Brazzaville, le régime de Brazzaville joue sur le temps. C'est-à-dire, il faut mentir, promettre, et puis le temps qu'on partira et on abandonnera le Congo dans, la misère. Et ça, ils savent le faire. Donc, ceux qui continuent à croire à leurs promesses, ça n'engage que. Mais moi, je reviens sur le travail décent, comme il a dit. Le travail décent veut dire aussi une rémunération, un salaire décent. Un salaire décent, c'est celui qui permet à l'homme de vivre. Or, ici, je voudrais qu'on parle un peu du SMIC, qui a été, soi-disant, revalorisé à 70 400. Que représente 70 400 pour un Congolais? Christian Perrin, j'allais en arriver, puisque dans tout ça, il évoque comme des avancées du Congo en matière d'application des orientations de l'OIT. Il parle de l'harmonisation loi 48-2024 sur l'harmonisation de l'âge d'admission à la retraite entre les différentes catégories socio-professionnelles. C'est ce texte-là qui amène l'âge de la retraite pratiquement à 70 ans. Le seul pays au monde, je crois, qui laisse les gens mourir au travail sans prétendre aller à la retraite. L'expérience de vie au Congo est de quel âge? Et si on doit travailler jusqu'à 70 ans, ailleurs, dans tous les autres pays, les gens cherchent à réduire l'âge d'aller à la retraite. Mais au Congo, on le prolonge au maximum, 70 ans. Oui, mais pardon, une question. Comment une telle réforme est passée devant, j'allais dire, les parlementaires? Mais quels parlementaires, Christian? Dans ces parlementaires, si tu vas au Sénat, ce sont les retraités qui sont là-bas, mais qui n'ont rien à voir avec les pensions de retraite. Ils sont copieusement payés. Si vous allez à l'Assemblée nationale, ce sont des gens, certains sont à la retraite, d'autres peut-être pas, mais qui ne souhaitent pas aller à la retraite. Ceux qui sont en activité aujourd'hui n'ont pas envie d'aller à la retraite parce qu'ils savent qu'aller à la retraite, c'est aller à la mort. Ma question, parce que je me dis, est-ce que dans l'expérience qui est celle du Congo aujourd'hui, combien de fonctionnaires sont encore en service après 65 ans? Est-ce qu'on peut avoir ces statistiques? Qui peut connaître ces statistiques? Mais donc, par observation, on peut dire empirique autour de nous, ce qu'on sait, c'est que les gens qui sont à la retraite meurent en cascade par le fait qu'ils n'ont pas d'argent pour ne fût-ce que se prendre en charge médicalement. La caisse de retraite des fonctionnaires, outre la difficulté de payer
les pensions n'offrent aucun service social aux retraités. Si encore il y avait des centres de soins, de prise en charge des retraités malades, où on pouvait les recevoir et les soigner gratuitement et même leur donner des produits, peut-être que certains vivraient encore. Mais vous n'avez pas de pension, vous n'avez aucun centre où on peut vous traiter. Il y avait à la direction régionale du travail ici, à la CREF, plutôt à la direction régionale de la CREF de Brazzaville, un médecin qui venait là comme un vacataire, et il vient là, il n'a rien, avec une infirmière, même rien du tout, aucun produit, aucun matériel, aucun appareillage. Il est là à l'infirmerie, vous arrivez, à la limite, tout ce qu'il pouvait vous recevoir, c'est pour vous coller une ordonnance, et puis c'est tout. Et En vous fait, allez faire si quoi j'ai bien avec compris, l'ordonnance sans argent? Jean-Pierre Agnango, si j'ai bien compris, là, bon, après, on dira que généralement, j'exagère sur les mots, mais j'ai l'impression que c'est un génocide planifié d'une catégorie de personnes parce qu'on ne peut pas comprendre que ces gens-là, qui ont servi la République, ils ont servi le Congo, les voilà qui ont prévalu leur droit à la retraite et ne peuvent pas jouir de leur retraite, même se soigner devient un problème. Et sur ce, je vais proposer à nos téléspectateurs un reportage d'un retraité qui fut lui également directeur général d'un hôpital, mais s'est retrouvé dans la situation que voici. Jacques Elo, pourtant ancien directeur de l'hôpital de Wando, s'est retrouvé à un moment de sa vie de retraité dans l'incapacité de bénéficier des soins médicaux alors que malade. Ce dernier, qui pense que la sécurité sociale est un droit pour le retraité et un devoir pour l'État, accuse les pouvoirs publics d'une maltraitance financière vis-à-vis des personnes âgées. En 2018, nous avons été reçus au bâtiment de la CNSS. Je les ai étonnés en leur présentant un bulletin d'examen qui m'a été donné en février et je n'ai pu faire l'examen en avril, tout simplement parce que les pensions en 2018 connaissaient ces écarts. 2022, on a adressé des lettres à la CREF, au ministère, on n'a pas eu de suite. J'ai même entendu, tu n'es pas le seul à être malade. Alors, Jean-Pierre Agnangoy, vous venez de suivre avec moi cet extrait et on lui a dit que vous n'êtes pas le seul retraité malade ou qui tombait malade. N'est-ce pas? Vous voyez quel cynisme, quel cynisme. Il est sur le fauteuil roulant en ce moment. Par un juste manque d'argent pour faire des examens et puis poursuivre ses traitements. Il est maintenant oui, mais Jean-Pierre paralysé. Agnangoy, n'est-ce pas là, on est en face, c'est quand même un crime. Ce monsieur a travaillé son argent. Il a fait prévaloir ses droits à la retraite. Il a droit à sa retraite, à sa pension qui n'est pas payée. Et quand il vient demander, ben voilà, on peut lui dire, écoutez, vous n'êtes pas le seul, retraité malade. Comme quoi, vous pouvez mourir, vous pouvez craquer, ça ne dérangera personne. Exactement, c'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y en a beaucoup qui meurent tous les jours en cascade. Et ça ne les émeut pas. Au contraire, le terme n'est pas exagéré quand vous parlez de génocide. Nous, les retraités de la CREF, on pense que c'est un génocide, qu'on veut éliminer cette couche sociale, et puis pour des raisons non avouées. Je suis même tenté de penser que tellement ils sont cyniques, qu'à cause des gens comme moi qui parle encore quand je dis que je suis retraité, je n'ai pas ma pension, ça doit les réjouir. S'ils entendent un Clément Mierassa parler et qu'il est retraité, ça doit les réjouir. Peut-être à cause même de nous, ils sont même capables de faire que les gens ne touchent pas la pension à cause peut-être de quelques individus qui leur font du tort. Vous êtes en train de vouloir dire, Jean-Pierre Agnangoy, juste pour vouloir sanctionner, je crois, les téméraires. Alors, donc, on prive tout le monde sanctionner quelques. Puis on dit, bon, ces gens-là, ils sont là dans cette masse. Alors, il ne faut même pas vous occuper. Peut-être qu'ils vont être les premiers à mourir, comme ça, on pourra peut-être penser aux autres retraités. Mais les retraités vont vous en vouloir, Jean-Pierre.
ça me donne l'idée de penser même comme ça. Oui, Jean-Pierre Adiangoy. Les retraités vont vous en vouloir alors finalement. On dit c'est vous qui créez ce Je ne sais pas s'ils auraient raison de nous en vouloir, mais nous parlons pour les droits de tout le monde. Nous portons haut leur message, ceux qui n'ont pas ce courage ou cette possibilité de s'exprimer. Et s'ils nous en veulent, et s'ils pensent peut-être que si nous en meurons, on va résoudre leurs problèmes, ce serait une erreur monumentale. Au contraire, il vaut mieux que nous en parlions pour que peut-être un jour, tout le monde prendra conscience non seulement de la situation des retraités, mais tous les autres problèmes qui causent la misère à l'ensemble du peuple congolais. Les étudiants, c'est pareil, ils ont des problèmes. Là, nous, on n'est pas étudiants. Oui, Jean-Pierre Adiangoy, je reviens sur le thème de la célébration de la journée, disons, la fête internationale du travail, œuvrer pour une paix et la stabilité afin de favoriser l'industrialisation, le commerce et le travail décent. Le travail décent pour la justice sociale. Curieusement, au Congo-Brazzaville, on a des fonctionnaires de l'État, je parle ici, par exemple ceux de la mairie de Nkayi qui accusent 68 mois d'arriérés de salaire impayé. Peut-on vraiment parler de la justice sociale au Congo-Brazzaville? Non, Christian, il n'y a aucune justice. C'est encore, ils reprennent des mots, des discours ou des orientations de l'organisation internationale comme des slogans, de la même manière qu'ils font des discours du président, des slogans. Ils ne font aucun effort pour matérialiser, pour traduire dans les faits les contenus réels des messages, que ce soit de l'Organisation internationale du travail, l'Organisation mondiale de la santé, que ce soit les discours et les orientations de leur président divin. Mais ils répètent ça en boucle, mais sans jamais aller dans la concrétisation. Vous avez suivi le 28 novembre, quand le président dénonçait les 6 milliards détournés et puis d'autres différences enregistrées à la suite des recensements, des contrôles des effectifs. Il y a des écarts criards. Pour les bourses, il avait indiqué les chiffres. Mais pour les autres secteurs, il a dit qu'il y a des écarts criards en termes de milliards. Et d'ailleurs, je vais... Et les députés et les sénateurs ont applaudi. Si vous avez cette vidéo un jour, passez-la. Ok, mais d'accord, pendant que vous le dites, on va proposer évidemment cet extrait à nos téléspectateurs et on revient sur le plateau. Suivez. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Enfin, les contrôles organisés dans la fonction publique permettent souvent de débusquer de nombreux faussaires et autres agents fictifs. Voilà, alors, donc vous disiez, les sénateurs, disons, ceux qui étaient là, les corps constitués, applaudissaient. Curieusement. Qu'est-ce qu'ils applaudissaient, Christian?
Ils applaudissaient quoi? Le détournement ou les sanctions prises contre les détourneurs? À Mais comme il n'y a jamais eu des sanctions, puisqu'il n'y a jamais eu des sanctions contre les détourneurs, cela veut dire qu'ils applaudissaient les détournements. Ils étaient contents. Ils applaudissaient les détournements, alors qu'ils devaient être ahuris et même exprimer un sentiment de surprise, de méchanceté ou de consternation, de rejet. Voilà, mais non, ils ont applaudi comme si le président avait fait une révélation extraordinaire et positive. Et par la suite, il n'y a rien. Donc, et revenant sur le discours du ministre du Travail, en rapport avec toujours l'Organisation internationale du travail, quand il fait allusion à la justice sociale, au travail décent, vous l'avez commencé à me poser la question sur le SMIC. Travail décent, vous l'avez dit, ça sous-entend un traitement décent. Tout à fait. Et des conditions de travail décentes, des conditions de vie décentes, le respect du code du travail, des droits des travailleurs. La dignité même, la dignité de l'homme, du travail. La dignité de l'homme. Mais Christian, on en a déjà parlé, je crois, dans une autre émission, je crois, l'année passée. Parler du SMIC qui passe de 50 400 à 70 400. Le ministre du Travail dit que ça a eu des impacts très positifs. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il a été évalué ces impacts, et quel genre d'impact positif il a enregistré, lesquels. Mais est-ce qu'il en a donné les statistiques? 70 400 puissants, ça représente 2346 francs par jour. 2346 francs par jour. C'est moins de 4 euros par jour. Mais qu'est-ce que le Congolais qui est payé au SMIC peut faire avec 70 000? Oui, mais c'est la grande question. On dit qu'il y a des impacts. Lorsqu'ils font il y a des impacts positifs. Oui, mais pour vous qui êtes sur place, Jean-Pierre Anyangoy, parce que c'est une honte. C'est à ces moments-là qu'il faut comprendre les choses. Lorsque lui s'en vante, mais vous qui êtes sur place, lorsque vous avez par exemple 70 000, prenons seulement 100 000 francs. Bon, encore c'est 70 000, restons sur les faits, 70 400. Quand vous êtes au Congo-Brazzaville, que pourrez-vous faire avec 70 400? Mais Christian, 70 400 pour prendre les choses vitales, ça peut vous permettre de payer, puisqu'il n'y a aucune politique de logement. Les travailleurs doivent être logés. Ils ne sont pas logés. Donc, avec 70 000, est-ce qu'on peut économiser pour construire une maison? On est appelé à mourir sans résidence à vie, locataire à vie. Mais tu vas louer une maison de combien de chambres? Si c'est un travailleur qui a au moins trois enfants, ce qui n'est même pas la moyenne raisonnable chez nous, prenons 3 enfants. Donc, il faut une maison d'au moins 2 chambres, sinon 3. Mais ce n'est pas moins de 70 000 que ça appelle dans des quartiers périphériques. En fait, vous êtes en train de, pardon, Jean-Pierre Anyangoy, vous êtes en train de dire avec 70 400 francs CFA, déjà, même le loyer, c'est pas possible, c'est très difficile. C'est limite. Et même si on peut avoir un loyer, imaginons à 50 000 francs CFA, on n'a plus rien pour payer l'électricité parce que généralement, comment ils appellent ça, des forfaits, c'est 15 000 francs autour de là. Ailleurs, c'est 35 000 francs CFA, c'est ce qu'on nous a dit, l'électricité. Pour une petite maison, hein, une petite famille de 3 personnes, vous avez dit non, 3 enfants plus monsieur, madame, ça fait 5. Madame, ça fait donc, 5 si personnes. vous payez l'électricité, vous payez l'eau, je crois, oui, c'est autour de 12 000 ou 15 000 francs CFA le forfait, on prend ça comme ça. Ouais. J'imagine un peu comment ce travailleur va-t-il se mouvoir, c'est-à-dire payer comment le transport, se nourrir, voilà, se soigner. Lorsqu'on sait qu'au Congo-Brazzaville, on ne se soigne pas gratuitement. S'occuper de la scolarité de ses enfants.
Ben, du coup, ce monsieur ne vit pas, en fait. Il n'a même pas sa dignité. Et M. Aïessa dit que l'augmentation de ce SMIC produit des impacts très positifs. Chez qui? Chez quelle catégorie de travailleurs? Qu'est-ce qui peut expliquer Même un étudiant ne peut pas vivre avec 70 000. Oui, mais Jean-Pierre Adingoy, qu'est-ce qui peut expliquer cette insensibilité à la misère du peuple comme ça, ces gens-là? Est-ce parce qu'ils sont trop grassement payés qu'ils ont l'impression que tout le monde est payé comme eux, en fait? Parce que nous apprenions aussi qu'au Congo-Brazzaville, le Premier ministre, je prends son cas à lui, Anatole Koliné-Makosso, gagne 25 millions de francs CFA, sans compter bien sûr les frais généraux et tout ce qui y va. Donc, il est mieux payé que le pape François, donc doublement. Il est 2 fois mieux payé que le pape François qui vient de partir. Il est mieux payé que Emmanuel Macron qui gagne autour de 8 millions de francs CFA, l'équivalent de 8 millions de francs CFA, parce que c'est 14 000 euros qu'ils gagnent par mois. Donc, ils ont des gros salaires, grassement payés, et qu'ils ont l'impression que tout le monde vit comme eux. C'est ça, en fait, le problème. C'est ça, passe au Congo. Mais mon grand frère Clément Mirassa a déjà analysé cette situation de l'écart criard entre ce que gagnent les caciques du pouvoir et ce que gagne le Congolais moyen, sans parler même de celui qui est payé au SMIC. Mais le salaire moyen des Congolais, c'est combien? En tout cas, c'est entre 150 et 200 000. Oui, mais voilà pourquoi je disais, est-ce que ce n'est pas cet aspect? Le Premier ministre, son salaire équivaut à près de plus de 800 000 par jour. Ben, vous imaginez, là où le Congolais, alors que le SMICAR, lui, il a 2000, vous avez dit 346 2346 francs par jour. Lui, il a 800 000 par jour, sans compter les autres avantages. Ben voilà pourquoi je disais, parce que lorsqu'on regarde les autres ministres, ils sont à 11 millions, 12 millions, 15 millions. Est-ce que ce n'est pas ça qui les enferme dans une bulle où ils ont l'impression que tous les Congolais vivent comme eux, en fait, ce qui les rend d'ailleurs insensibles à la misère des Congolais? Non, ils sont insensibles d'abord de nature, et ensuite, je crois qu'ils ont une politique qui consiste à appauvrir la population pour mieux la manipuler. C'est pas pour rien que pour 5 000, pour 2 000, ils mobilisent les gens comme des moutons pour aller les applaudir. C'est pas pour rien que au Kombi Salissa, pendant que les jeunes croupissent dans le chômage de masse reconnu par le ministre du Travail, mais ces jeunes-là courent derrière le Kombi Salissa. Pourquoi? Pour 3 000, 5 000 t-shirts, pour avoir de quoi manger un jour. Le jour qu'ils passent avec le patriarche dans leur localité, ils courent pour aller chercher de quoi manger ce jour-là, mais après, avant et après le passage du patriarche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste dans les localités où il est passé? Et il parle d'industrialisation, mobiliser l'industrialisation, créer le travail décent. C'est avec les brouettes que Kombi Salissa a introduit les râteaux, les brouettes et les râteaux, c'est ça qu'on va créer les emplois décents pour les jeunes. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure, en fait, ils œuvrent pour maintenir les Congolais dans la précarité pour mieux les assujettir. C'est là aussi un exemple, parce que dans un monde où il y a déjà l'outil agricole très évolué, où on a des machines agricoles, non, on continue à aller acheter des brouettes pour donner aux jeunes et travailler comme, voilà, au Moyen-Âge. Et puis vous trouvez que les jeunes vont se stabiliser dans l'agriculture dans ces conditions? Quand au Burkina Faso, qui n'a pas le pétrole, qui n'a pas la mer avec les ressources halieutiques, qui n'a pas de forêt avec les ressources forestières, qui a certainement de l'or,
mais arrivent à acheter des tracteurs par milliers pour doter l'agriculture. Malheureusement. Alors, Jean-Pierre Adiangoy, nous allons terminer par le dernier volet. Il porte sur l'opérationnalisation de l'assurance universelle. Il en a parlé. Je voudrais d'abord rappeler un certain nombre d'éléments ici avant de vous faire réagir. Ce sont les notes, les différentes notes qui avaient déjà été prises au Congo-Brazzaville. Et on se rend bien compte que cette affaire ne date pas d'hier. Depuis 2012, on continue à parler de l'opérationnalisation. Voilà, je vais y arriver. Opérationnalisation, voilà, de l'assurance universelle. Voici les quelques notes. Il y a eu le décret numéro 2012-25 du 2 février 2012 portant création, attribution et organisation du comité de pilotage du projet de mise en place du régime d'assurance maladie. Nous sommes en 2012. La loi numéro 37-2014 du 27 juin 2014 instituons le régime d'assurance maladie universelle. Nous sommes en 2014. La loi 12-2015 du 31 août 2015 portant création de la caisse d'assurance maladie universelle. Nous sommes en 2015. Vous voyez là, 2012, 2014, 2015. Nous avons aussi la note de service numéro 000-45-2 MSP CAB 16 du 25 octobre 2016 portant nomination des membres du groupe de travail chargé d'élaborer les documents techniques au niveau du ministère de la Santé concernant l'assurance maladie universelle. Et enfin, nous avons aussi la lettre de transmission numéro 00-984-MSP CAB DEP.16 du 25 octobre 2016, transmission au niveau du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la liste des membres du comité technique mixte. Aujourd'hui, le ministre revient pour parler de l'assurance universelle qu'il faut opérationnaliser et quand on ne sait pas encore. Je crois que à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils ne sont pas déconnectés de la réalité, non? Ils ont l'impression qu'ils peuvent continuer à mentir. Et puis on est encore probablement à l'ancien temps où on pouvait prendre le temps de mentir et ne pas être rattrapé par son mensonge. Parce que sinon, comment depuis 2012, aujourd'hui, nous sommes en 2025, qu'on vient de parler encore de l'opérationnalisation. Donc on ne sait même pas quand est-ce que ça va démarrer. Eh oui, Christian Perrin, tantôt j'ai comme envie de rire, tantôt je suis triste et frustré quand vous citez cette litanie de textes. Et on va voir sur cette kyrielle de textes, on trouvera sur la plupart la signature de M. Denis Sassou Nguesso, l'homme providentiel. Bien naturellement, il y en a. Et ça me rappelle ce que Ngimbi a fait en parlant des pensions des fonctionnaires retraités. Il a cité aussi une kyrielle de textes comme ça, mais jamais appliqués. Et il les cite avec fierté, avec honneur à leur initiateur, le providentiel Denis Sassou Nguesso. Mais qui a l'initiative des textes faramineux, des textes extraordinaires, mais qui n'a pas l'esprit de suivi pour vérifier l'application de ces textes et qui n'a pas le courage de sanctionner quand les textes ne sont pas appliqués et surtout lorsque la non-application de ces textes produit des effets néfastes sur la population. Donc là, vous l'avez rappelé tous ces textes, mais M. Firmin Ayessa
dit que l'opérationnalisation de cette assurance maladie universelle va maintenant rentrer résolument dans la phase pratique. Va, pas est rentré, va rentrer résolument dans la phase pratique. Ça veut dire que ce n'est pas encore appliqué. Nous sommes en toujours des promesses. Toujours des promesses. Au deuxième trimestre 2025. Certainement, ça attend 2026. C'est comme pour dire, il faut encore qu'on vote Sassou pour que tout ça soit mis en œuvre. Et les textes sur les retraites et les textes sur l'assurance maladie universelle. Et combien de textes encore signés par M. Sassou Nguesso en 40 ans n'ont jamais connu leur application. Et personne n'a jamais été sanctionné pour violation de ces textes, puisque lui-même est le premier violeur, y compris de la loi fondamentale, la Constitution. Alors, tout ceci nous amène à dire, vous l'avez dit, les promesses n'engagent que ceux qui l'écoutent, mais je crois quand même qu'en 30 ans, plutôt en 42 ans, les Congolais en ont assez de ces promesses non tenues pour se laisser encore berner par les chantres qui sont en train de courir notre territoire pour dire qu'il faut encore voter l'homme providentiel en 2026, qui, soi-disant, appelle à sa candidature. Pour faire quoi? Pour faire appliquer ces textes-là après 2026? Ça ne suffit pas déjà les 40 ans, 42 ans sans application des textes? Au niveau des retraités, le ministre, plutôt le directeur général de la CREF, évoque les textes qui prévoyaient d'indexer le calcul des pensions à l'indice 300. Depuis 2013, mais nous sommes en 2025, ce n'est toujours pas fait. Et il constate avec nous que ce n'est pas fait. Ce n'est pas la faute du président, parce que lui, il a signé des textes. Mais c'est la faute de ceux qui n'appliquent pas. Et voilà ceux qui l'appliquent parmi eux et à lui aussi. Lui en premier alors. Non, lui, il se met dans la position de celui qui attend que les autres l'appliquent et lui, il paye. Il a même utilisé un terme, il dit, lui, il est un cuisinier à la cuisine, il attend qu'on lui amène la viande, l'huile, la tomate pour qu'il prépare et qu'il distribue à manger. Donc, ce sont les autres qui n'appliquent pas, ce n'est pas lui. Lui, si les autres appliquaient les textes merveilleux initiés par le providentiel, lui, il aurait la nourriture à la cuisine pour donner aux retraités. Oui, il reste à savoir s'il va le faire, Jean-Pierre Agnangoy. Tout à l'heure, je vous rappelais évidemment le scandale de 2018, où on avait volé, détourné, non, volé. Chez nous, on appelle ça voler. Détourné ou voler, c'est pareil. Ils ont volé l'argent des retraités, 2 mois de pension des retraités. C'est Ngimbi, le même François Ngimbi, qui déclarait que la procédure était presque en cours. Il transmettait le dossier au procureur de la République. L'argent et les faits étaient ou sont avérés. C'est connu. Mais il n'y a jamais eu de suite. Comment croire à un monsieur comme ça qui vient vous dire encore, écoutez, voilà, l'opérationnalisation, on fera ci, on fera ça pour les retraités. Est-ce que la parole de ces gens-là est encore crédible? Parce que c'est là le problème. Cette question n'a même plus sa raison d'être. Quelle parole, quelle signature? Et la parole et la signature chez eux n'a plus aucun sens, aucune valeur. Mais ça ne surprend pas non plus. C'est le président lui-même qui avait dit que la honte ne tue pas. Donc, quelqu'un, un chef de l'État qui dit que la honte ne tue pas, mais qu'est-ce que ça vaut sa signature? Qu'est-ce que ça vaut sa parole donnée? Et nous le vivons au quotidien. Malheureusement. Alors, mais dans tout ça... Quand il va constater, il promet 12 hôpitaux, après il les voit dans l'herbe, il n'est pas
il rit comme disait un autre internaute, je crois, sur votre plateau. Oui, Je oui. crois que ça devait être Tout à fait, le oui. colonel Mouskounda, qui disait, il rit, il Il mange, il rentre chez boit lui, il avec rit, ses il dort et puis c'est fini. ils dorment, ils s'embrassent, ils prennent le champagne. Les hôpitaux promis sont dans la forêt. Et il dit, pourtant on a englouti des milliards, mais c'est pas grave, on va encore en engloutir pour terminer 2. Et personne n'est responsable. Alors, de quelle parole tu parles? Quelle dignité? Quelle valeur à la signature des hommes comme ça? Alors, Jean-Pierre Je crois Adiagoy, que je vais terminer par cette question. Quelle aurait été, j'allais dire, la posture normale de Denis Sassou Nguesso face à tout ce que nous venons de dire? S'il était un homme il y a, normal. il y a il y a deux postures possibles. Et malheureusement, il n'adopte ni l'une ni l'autre. La première, qui serait positive, c'est qu'un chef qui constate que ses ordres, ses orientations, les décisions importantes qu'il a prises ne sont pas appliquées, il sanctionne. Et il redresse la barre. Et il remet de l'ordre. Et les choses marchent. Ça, il ne fait pas. Pour preuve, quand il dit le verre est dans le fruit, il faut le détruire. Vous avez entendu qu'il a pris une mesure quelconque pour appuyer, pour concrétiser cette déclaration zéro Mikate. Alors, l'autre posture, qui serait celle de dignité, c'est de constater qu'on a lamentablement, lourdement échoué, qu'on a perdu la main sur les affaires, sur le commandement des hommes, sur la gouvernance du pays. On a échoué, on n'a plus la force de redresser parce qu'il y a soit trop de familiarité, trop de complicité, et il ne peut plus agir, il devient impuissant, c'est démissionner. Et à défaut de démissionner, il dirait, bon, car cela ne tienne, comme la honte ne tue pas chez lui, laissez-moi au moins finir mon dernier mandat, je ne me présenterai plus. C'est soit qu'il démissionne avant la fin du mandat, il aurait fait, je sais qu'il ne le fera pas, soit il dit, en tout cas là, je crois que ce peuple n'a plus confiance et je ne peux plus forcer le destin. J'ai fait ce que j'ai pu, je m'arrête là. Il ne le fera pas puisqu'il organise des campagnes pour que les gens demandent sa candidature. C'est une manipulation. Il suscite, il pousse les gens à aller dire que je dois me présenter. Comme ça, je vais dire, c'est le peuple. Pauvre moi, je voulais peut-être m'arrêter, mais c'est le peuple qui me demande de continuer. Vous n'avez pas entendu le Premier ministre qu'il reste le plus longtemps possible pour rester. Et si encore à Mayama, plutôt à Kindamba, on me demande de me présenter. Dans à Loudima, on me demande de me présenter. À Djambala, on me demande de me présenter. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi, c'est le peuple. Quel peuple? Quel peuple? C'est la question, quel peuple lui demande encore de rester? Ce même peuple qui croupit dans la misère, dans la souffrance depuis des décennies, depuis le retour évidemment aux affaires de Denis Sassou Nguesso par les armes. Maintenant, Oui. La dernière posture, celle-là, ce n'est pas la sienne. Je crois que c'est celle qui reste la posture. J'aurais pu me poser aussi la question, puisque il ne se ressaisit pas pour sévir, puisqu'il ne sanctionne pas, puisqu'il ne démissionne pas, mais quelle doit être la posture du peuple? C'est là. Voilà. La question, ça, c'est la dernière question. Et c'est sur celle-là que nous planchons
de jour de plus en plus maintenant. C'est quelle doit être notre posture. Chaque Congolais, chaque homme politique, chaque cadre intellectuel, chaque citoyen lambda. Moi, je me promène souvent en taxi, mais chaque fois que je suis dans un taxi, je provoque toujours la réaction des chauffeurs de taxi. Ils disent, ce monsieur, on est fatigué. On est fatigué. On n'a plus rien à attendre de lui. On est fatigué. Donc, c'est le sentiment général, on est fatigué de ce monsieur et du PCT et de ses ministres et de toute la classe dirigeante actuelle. Elle ne peut plus rien faire pour le peuple congolais. Maintenant, il reste la posture que le peuple congolais et ses leaders et les citoyens, quelle posture adopter face à l'imposture. Ben voilà, donc il ne peut plus rien proposer aux Congolais, il ne veut pas non plus démissionner pour sa dignité, bien sûr. Il ne peut pas sanctionner parce que son régime, son système fonctionne par la corruption, le vol, les détournements. S'il arrête ça, le système tombe. Et donc, c'est au peuple de l'y contraindre. Et donc, les Congolais ont le dernier mot. C'est par là que nous allons donc terminer cette émission. Merci Jean-Pierre Anyangoy d'avoir été encore avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes ingénieur en chef des eaux et forêts, ancien secrétaire général au ministère des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du Parti du Peuple. En tout cas, grand merci d'avoir encore été avec nous sur R7. C'est moi qui vous remercie, Christian, et à très bientôt. À très bientôt. Merci, mesdames, messieurs. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement. Partagez. Vulgarisez l'information et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Cela nous fera énormément plaisir. À très bientôt. Merci.